Alors, pourquoi la Syrie est importante aujourd'hui? Pour des tas de raisons. C'est pas seulement ce qui s'y passe, mais comment ça se passe et pourquoi ça se passe en ce moment et qui sont les principaux protagonistes du problème en Syrie. Vous voyez, je choisis même des mots comme protagoniste et tout cela parce que c'est presque comme si je ne voulais pas prendre parti. Et pourtant, c'est très tentant de prendre parti. Mais aujourd'hui, si on écoute la plupart des réactions, ça va dans tous les sens, tous les sens, tous les sens. Premièrement, il faut comprendre une chose. En Syrie, ce qui s'est passé, c'est que Bachar al-Assad a été déposé sans qu'il y ait de bataille, sans qu'il y ait de guerre, sans qu'il y ait de sang versé. Il n'y a pas eu d'insurrection, pour ainsi dire. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. C'est comme si, d'un seul coup, lui, il partait, puis d'autres viennent et prennent sa place. Mais qui sont les autres? Alors, c'est très curieux, parce que c'est la même chose que ce qui s'est passé en Irak à un certain moment, et ce qui s'est passé déjà d'ailleurs en Afghanistan dans les années 80. Dans les années 80, en Afghanistan, il y avait déjà une guerre, et c'était entre l'Union soviétique à l'époque et des gens qui étaient comme le Taliban localement. Et l'Amérique est intervenue parce que c'était dans l'intérêt de l'Amérique de se battre contre l'Union soviétique à l'époque, et donc elle a soutenu les Moudjahidines qu'elle a combattus par la suite. C'est presque comme si l'Amérique systématiquement créait ses propres ennemis dans l'avenir. Et alors, ça n'a pas de sens quand on pense à ça, sauf si on pense aux avantages qu'il y a dans le fait d'avoir une guerre permanente qui va continuer, continuer, continuer. Alors, en Syrie, qu'est-ce qui se passe là? C'était une tentative de pouvoir dérouter un peu l'attention de la Russie, parce qu'on sait qu'en Syrie, c'est le seul port en eau chaude, pour ainsi dire, en eau chaude. C'est-à-dire pas en eau frigorifiée, comme la plupart des eaux qui entourent la Russie, que la Russie avait pour avoir accès à la Méditerranée. Et là, elle va le perdre. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui a pris le pouvoir? Le pouvoir est pris essentiellement par Al-Qaïda, par le Taliban, par Daesh, par toutes les actions terroristes. Alors, qui est-ce qui est derrière? C'est là qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est derrière? On sait que toutes les créations de Daesh et tout ça, ça c'était à l'époque des États-Unis, d'Obama. En anglais, on disait ISIS ou ISIL. Obama utilisait toujours le terme ISIL pour dire Daesh, mais c'était une création d'une force qui a été créée de toutes pièces par l'Amérique, contre laquelle il fallait se battre et continuer à se battre pour justifier une guerre permanente, parce que par le biais du financement des guerres, on peut détourner le monde d'argent. Ça ouvre la porte au blanchiment d'argent, hein, pour ne pas dire corruption, mais c'est vraiment du blanchiment d'argent pour des intérêts de gens qui vont pouvoir récupérer des choses ici et là. Et depuis, il y a cette volonté d'avoir des guerres qui continuent. Alors, on voit déjà qu'en Syrie, la Russie a décidé de ne pas participer. Bien sûr, ils ont acquis Bachar al-Assad, qui est un grand ami de la Russie depuis longue date, même si lui ne comprenait pas vraiment ce qui se passait dans son propre pays. Il a été accusé de tous les maux, hein, de torture, d'intervention contre son propre pays. Aujourd'hui, on sait, par exemple, que toutes les utilisations d'armes chimiques, de gaz, etc., ça n'avait rien à voir avec le fait que Bachar al-Assad a utilisé ça contre son propre peuple. Ça, c'était des choses qui étaient amenées par l'Occident, pour ne pas dire l'Amérique. On sait également qu'aujourd'hui, il y a, au moment où je suis en train d'enregistrer ça, les dernières nouvelles sont que les forces israéliennes sont en train d'avancer vers Damas, et elles sont qu'à 50 km de Damas. Et donc, elles ont pénétré déjà en Syrie. Mais ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles forces qui détiennent la Syrie, donc Daesh, Al-Qaïda, le Taliban, tout ce que vous voulez, tous ces gens-là, n'ont pas tiré une seule fois sur les forces israéliennes. Ça en dit long. C'est presque comme s'ils invitaient Israël à venir, c'est comme si Israël était d'accord avec eux. Pour comprendre ça, il faudrait revenir vers un livre que Benjamin Netanyahou, hein, qui est le Premier ministre d'Israël aujourd'hui, a écrit en 1996, qu'il appelait, c'était écrit
en hébreu et en anglais, ça s'appelait en anglais Fighting Terrorism, se battre contre le terrorisme, où il reprenait la nécessité d'anéantir, pas des pays seulement, mais il disait le pouvoir dans certains pays. Mais en fin de compte, c'était l'anéantissement des pays. Et bien sûr, il y avait toujours dedans la Libye, on sait ce qui s'est passé avec Muammar Kadhafi, et qui voulait être indépendant par rapport au pétrodollar, qui voulait avoir une économie indépendante, qui voulait donner un nouveau souffle à l'Afrique, et il a été mis complètement de côté. Mais tous les thèmes que Netanyahou avait pris dans son livre Fighting Terrorism, se battre contre le terrorisme, c'était déjà des thèmes qui étaient définis par Zbigniew Brzezinski, qui était la bête à penser pour Carter. Et si vous voulez, il était le Kissinger démocrate. En fin de compte, Kissinger et Brzezinski étaient d'accord sur un nombre de points, et c'est là où on voit la puissance de l'État profond des gens qui pensent derrière les autres. Et il faudrait que je parle également de ce qui se passe en Russie avec Poutine, où il y a Dugin qui joue le même genre de rôle derrière lui. Et lui, il est en train de parler du danger extrême que la Syrie représente. Mais la Russie n'a pas mordu. Elle n'a pas décidé d'entrer en guerre. Et Trump a également tout de suite déclaré « La Syrie, c'est dommage, mais ce n'est pas notre combat ». Il dit « c'est pas notre place d'y aller ». Donc, il ne veut pas aller là-dedans. Alors que la destruction de pas mal de pays dans le Moyen-Orient, elle est faite pour agiter certaines choses et pour quelque part détruire les nations arabes et créer une balkanisation, un éclatement des puissances où il y aura des petits groupuscules comme Al-Qaïda, comme Daesh, comme d'autres groupes qui vont peut-être naître, mais qui peuvent être facilement maîtrisés par l'argent de la CIA, parce qu'il y a toujours de l'argent derrière, et si on donne de l'argent pour que ça continue, ça continue. Si on arrête de donner de l'argent pour que ça continue pas, ça continue pas. C'est pour ça que dans son premier mandat, quand Trump était entré dans le Moyen-Orient, il a arrêté les choses tout de suite parce qu'il a arrêté de financer. Et donc c'est pour ça qu'il y avait une victoire sur Daesh instantanée. On n'entendait plus parler pendant tout le premier mandat de Trump de quoi que ce soit de ce qui se passait au Moyen-Orient parce que ce n'était plus financé à ce moment-là par les États-Unis. Alors, il y a un double financement aux États-Unis, il faut comprendre ça. Il y a le financement officiel qui passe par le département d'État et toutes ces filiales tentaculaires à travers le monde, notamment AID, USAID, ça n'a rien à voir avec l'aide des États-Unis dans les autres pays. AID, c'est un acronyme pour le développement international, International Development. Vous voyez, l'idée, c'est ça dedans. Et ça, c'est essentiellement un bras tentaculaire de la CIA pour déstabiliser des tas de pays et pour pouvoir contrôler des choses. C'est une balkanisation de fait. C'est quoi la balkanisation? Pourquoi on appelle ça balkanisation? C'est ce qui s'est passé en Yougoslavie. La Yougoslavie qui était un pays qui a quand même duré plusieurs décennies à l'époque de Joseph Tito et qui ensuite, dans les années 90, parce que ça représentait trop d'importance et une possibilité d'une unification avec des accords avec la Russie naissante, parce que c'était la fin de l'Union soviétique vers la fin de 1991, et donc la Russie sortait de ça, elle avait besoin d'alliances. Donc pour qu'il n'y ait pas trop d'alliances, et surtout par rapport à la Serbie, il y a eu 88 jours de bombardements sans cesse sur la Serbie pour créer le Kosovo. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la balkanisation, parce que dans les Balkans, on a éclaté toute la Yougoslavie en des tas de petits pays qui sont plus faciles à maîtriser. Quand on lit les idées de Brzezinski, quand on lit les idées de pas mal de gens qui vont dans le même sens, c'est exactement ce qu'ils veulent faire avec la Russie également. Éclater la Russie en plusieurs pays, ça a été déjà tenté avec des rébellions qui étaient alimentées par la CIA en Tchétchénie. Ça n'avait rien à voir avec la volonté des peuples tchétchènes. La preuve en est, c'est que les peuples tchétchènes, l'armée tchétchène, c'est ceux qui se battent le plus aux côtés de la Russie, parce que ça fait partie de la Russie, et ils sont des grands patriotes. Ça ne les empêche pas d'être des musulmans, parce que la Russie a résolu tout ce problème de l'islam il y a très longtemps.
l'islam est intégré dans la Russie, mais les gens sont d'abord russes. Tout le Tatarstan au centre de la Russie, même occidentale, avec Kazan, sa capitale, la deuxième ville la plus importante, c'est Oufa. Tous les Tatars sont musulmans. Mais ce ne sont pas des islamistes, vous voyez, c'est complètement différent. Alors, revenons en Syrie. En Syrie, il y a des intérêts locaux également qui ont été manipulés pour participer à la déstabilisation de la Syrie, notamment la Turquie. Et en ce moment, que ce soit Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, et d'autres personnalités russes, Tolstoï, qui est le chef de la Duma, etc., qui parle couramment français d'ailleurs, parle du fait que la Turquie, Erdogan, a fait une erreur grave parce qu'il a trahi sa relation avec la Russie. Pourquoi est-ce que Erdogan aurait fait ça? Il faut comprendre que localement, on n'en parle presque jamais, mais il y a une guerre qui dure depuis, j'allais dire, au moins 50 ans. C'est celle des Kurdes avec tous les gens autour. Alors les Kurdes, c'était une peuplade, c'est un peuple, en fin de compte, qui habite dans une partie de la Turquie, une partie de l'Iran et une partie de la Syrie. Et ça a toujours posé des problèmes quant à leur existence parce qu'ils cherchent une certaine indépendance, tout comme l'Arménie l'a cherché, etc. Et l'Arménie a payé très cher par un génocide qui a été phénoménal. Et l'Occident est complètement coupable là-dedans parce qu'il cherche à avoir sa place et éliminer beaucoup d'autres influences. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une recherche de déstabilisation. D'autant plus, elle va être en accélération, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a une accélération de l'information, une accélération de faits, une accélération de provocation de guerre et de rumeurs de guerre. Je ne vais pas rentrer dans ces aspects prophétiques, mais je pourrais très facilement rentrer dedans. Peut-être que je vais le mentionner même un peu tout à l'heure. Mais ce qui se passe, c'est que la CIA est en train d'agir dans de nombreux pays en même temps. Pendant qu'on est en train de focaliser sur la Syrie, on ne voit même pas que l'OTAN, la CIA et toute l'Europe derrière ont renversé des élections démocratiques en Roumanie. Et les Roumains ont encore un souvenir cuisant de l'époque de Ceausescu, qui était un dictateur féroce en Roumanie vers la fin de la période de l'Union soviétique, et qui a été déposé à cette époque-là également, et ils ne veulent pas voir une dictature s'instaurer. Et là, il y a l'Europe qui est arrivée, avec von der Leyen en premier lieu, et qui a dit, et puis Macron qui a appuyé là-dessus, et puis l'Allemagne qui a appuyé là-dessus également, les élections en Roumanie ne sont pas valables. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'influence de la part de TikTok. Alors, de l'autre côté, et l'influence qu'il peut y avoir par le biais de Facebook et tout ça, on s'en fiche, mais TikTok, là, c'est dangereux. Donc, il faut interdire TikTok. Et de plus en plus, on va chercher à avoir l'interdiction de certains réseaux sociaux pour maîtriser les gens de nouveau. Donc, vous voyez, là, on cherche à écraser des élections normales, en fin de compte. Et on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de remettre en question. Parce qu'on appelle ça de la désinformation. Autour de tout ce qui est en train de se passer en Syrie, il va y avoir énormément de désinformation. Ce qui est très curieux, c'est qu'ils sont en train d'arriver à faire des choses même sans verser de sang. Et quelque part, ça m'interpelle. Parce que pendant combien de temps est-ce que ça sera encore réel? Vous savez, on parle de la Syrie, de Bachar al-Assad comme un grand dictateur, etc. C'était un des rares pays au Moyen-Orient où les gens pouvaient se comporter comme ils voulaient. Il y avait des églises chrétiennes, tout pouvait fonctionner comme il se doit, les femmes pouvaient s'habiller comme elles le voulaient, n'avaient pas obligé d'être voilées. Si elles avaient envie d'être voilées, elles pouvaient le faire, mais elles pouvaient se promener en jean, tout comme en Turquie. J'ai encore un ami qui vient de rentrer de Turquie maintenant et qui me disait, en fin de compte, dans la rue, on a l'impression d'aller à l'Occident, en dehors du fait d'entendre les prières à certaines heures de la journée, les prières musulmanes que l'on entend. Mais en dehors de ça, dans le comportement des gens, on ne voit pas de différence. On ne se sent pas dénaturé sur le plan culturel par certains côtés. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? La Arabie saoudite a déjà pris position
en faveur de la Syrie et de Bachar al-Assad comme encore gouvernement légitime. Mais il n'est plus là, il n'y a plus de gouvernement légitime, le pays a volé en éclats. Si vous ne pensez pas que j'ai raison en ce qui concerne cet aspect de balkanisation du tout, pensez à la chose suivante. Regardez ce qui s'est passé en Libye d'abord, parce que ça faisait partie des pays ciblés par Brzezinski et de nouveau ciblés par le livre de Netanyahou en 1996. La Libye était un pays très stable où il y avait énormément de choses gratuites. La scolarité était gratuite, les hôpitaux étaient gratuits, parce que ce que Kadhafi faisait, c'est qu'il réunissait toute la richesse qui venait de la part du pétrole et le redistribuait à travers tout le pays, et même il cherchait à aider d'autres pays en Afrique. On avait enlevé toute notion d'intérêt sur les crédits. Il n'y avait plus d'usurerie. Il n'y avait plus cette notion où on allait pouvoir s'enrichir sur les dettes. Et donc, le dinar c'était la monnaie libyenne, devenait indépendant et était en voie de remplacer le pétrodollar. L'Ouest n'allait pas pouvoir supporter ce genre de choses. Un nouveau couple qui démarrait dans la vie en Libye, ils avaient l'équivalent de 50 000 $ qui leur étaient donnés pour démarrer dans la vie, pour acheter un appartement ou une maison, acheter une voiture et ce genre de choses, parce qu'il y avait une redistribution de tout. Ça, on n'en parlait pas du tout au niveau de Kadhafi. Non, Kadhafi est un grand diable qu'il fallait éliminer, et d'une façon exemplaire, c'est le mauvais mot, mais c'est Hillary Clinton qui avait dit nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. Hein, c'était une adaptation de la phrase de Jules César, Veni Vidi Vici, mais c'était Veni Vidi, et puis après il est mort. Ça veut dire que, prenez exemple tous les autres pays qui veulent s'opposer à la puissance américaine, voilà ce qui va se passer. La même chose s'est passée pour Saddam Hussein, que l'Amérique avait soutenu auparavant. Et puis d'un seul coup, il fallait l'abattre de même. En Iran, c'est le même phénomène. En Iran, il y avait des élections démocratiques, normales, qui étaient là, et qui avaient instauré Mossadegh comme Premier ministre. En 1953, la CIA a renversé Mossadegh et a instauré le Shah d'Iran, Reza Pahlavi, à sa place. Et ensuite, quand le Shah d'Iran commençait à trop exposer les tentacules de la CIA dans son propre pays, il a fallu l'éliminer avec l'aide également de l'Europe de l'Ouest, où on a sorti l'ayatollah Khomeini de Nofle-le-Château, en banlieue parisienne, pour le ramener au pouvoir en Iran. Et la situation actuelle en Iran, c'est ça le problème. Alors, celui qui était à la tête de l'Iran jusqu'à il y a très peu de temps, l'ayatollah principal, est mort. Et la personne qui l'a remplacé était quelqu'un qui était bien plus apaisant. Il a fallu contre-attaquer l'Iran pour amener l'Iran de nouveau à être bien plus féroce pour aller dans le sens des guerres. Est-ce que ce n'est pas également par le biais de la Syrie ce que veut l'Occident dans le fait de faire ça en Russie et chercher à écarter Poutine en sachant que les gens qui risquent de remplacer Poutine, dont Tolstoï qui est la tête de la Duma, dont Medvedev, dont toutes les autres personnes qui sont là, sont bien plus radicaux. Et eux sont bien plus anti-occidentaux que Poutine. En fin de compte, la plupart des gens ne comprennent pas que Poutine, en Russie, est un modéré. La plupart du peuple aurait tendance à être bien plus décisif contre l'Occident sur ce plan-là. Alors, il faut toujours faire attention à ce qu'on souhaite, à ce qu'on veut. Et ça peut être un danger qui est énorme. Et derrière tout ça, par cet effort de balkanisation, d'éclatement en petites unités qu'on pense pouvoir commencer à maîtriser, eh bien, on peut avancer vers une troisième guerre mondiale. Alors, je ne vous ai même pas parlé des prophéties bibliques. Alors, je ne sais pas si je dois en parler ou est-ce que ça a un sens, mais dans toutes les prophéties bibliques dans l'Ancien Testament, tout commence par la chute de Damas. Parce que la Syrie, qui s'appelait Assyrie auparavant, est quand même un pays avec une ville capitale qui remonte à il y a 3000 ans. C'est un des plus anciens pays stables du Moyen-Orient, qui a toujours existé, qui est là, etc.
Et dans le livre d'Ésaïe, ça parle du fait que le commencement de toutes les guerres qui vont se passer au Moyen-Orient va commencer par la chute de Damas. C'est dans Ésaïe 17, le 17e chapitre. Sans parler ensuite, parmi les plus grands textes prophétiques, on les trouve dans Ézéchiel, chapitre 37, 38, 39, qui sont toujours utilisés pour annoncer un peu l'Armageddon. C'est-à-dire l'Armageddon, quand on parle de ça en langage courant, on considère ça comme la bataille finale, etc. Mais ça se réfère à la ville de Megiddo, ou plutôt à la vallée de Megiddo en Israël, qui est une vallée qui a d'ailleurs déjà vu la bataille entre David et Goliath, et où est censée être la bataille finale qui amènera également la destruction d'Israël à ce moment-là, dans Armageddon. Et tout ça, c'est censé venir juste avant l'arrivée de l'Antéchrist et ensuite l'arrivée du Christ qui va régner pendant 1000 ans, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails d'Apocalypse et de Révélation là-dessus. Mais c'est quand même en train de correspondre à des tas d'annonces prophétiques. Et aujourd'hui, comme on ne sait plus comment comprendre la situation parce qu'elle n'a pas de sens au sens classique des termes, des influences entre les différents pays, ben pourquoi pas s'appuyer un peu sur certains textes prophétiques également. D'accord? Alors, suivons de très près ce qui est en train de se passer, parce que quelque chose qui est en train de fomenter, qui va être très intense. Jusqu'à maintenant, ni Trump, ni Poutine ne sont tombés dans le piège. Mais tous les gens qui sont anti-Trump, pour se couvrir eux-mêmes par rapport à toute la corruption qu'ils ont eue auparavant, ben, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un Trump qui va arriver au pouvoir et qui va ouvrir tous les livres, qui va montrer toutes les choses. Ce que je vois en ce moment, c'est qu'il y a une accélération de l'information. Il y a beaucoup de gens qui parlent bien plus vite. Avant, ça prenait 3, 4 ans, parce qu'on se faisait traiter de complotiste pendant 2 ans. Puis ensuite, à force de recherche, on voit que même ceux qui remettaient en question le vaccin contre le Covid, etc., peut-être qu'ils avaient raison, hein. Et dans beaucoup de cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est une accélération bien plus grande. Ce qui se faisait en 2 ans ou 3 ans, il y a encore 4 ou 5 ans, aujourd'hui, ça se fait en 2, 3 jours. Et s'il y a une accélération de l'information de cette façon-là, où les gens sont en train de partager des choses, où moi je peux vous parler de certaines choses, et vous allez peut-être me prendre pour un illuminé parfois, mais vérifiez vous-même toutes les choses. Est-ce que ça a un sens? À partir du moment où on enlève le voile du lavage de cerveau, on enlève le voile d'une interprétation un peu trop directive sur certaines choses, eh bien, on va commencer à voir la vérité. Mais en même temps, de l'autre côté, il va y avoir une accélération parce qu'ils ne peuvent plus attendre. Sinon, on va voir le monstre qui se cache derrière le monstre qui existe. On va voir les activités de la CIA, on va voir les activités de l'État profond, des élites occidentales, et comment ils ont utilisé la guerre, pas seulement pour s'enrichir, mais ils s'en fichent complètement des centaines de milliers de personnes qui sont condamnées à mort par leurs faits. Non seulement ils condamnent des gens littéralement à mort, mais en même temps, ils se font payer sur l'argent des contribuables pour des guerres qui sont là que pour les servir. Alors suivez de très près ce qui se passe en Syrie. Ça va nous indiquer beaucoup de choses pour l'avenir.